Voilà. On m'entend bien là? Ça marche? Bien. Bonjour les amis. Voilà. Donc je voudrais revenir sur l'importance de cette fameuse question de la ligne stratégique du terrorisme que même ceux que l'on appelle les médias de la dissidence n'osent pas ou ne veulent pas franchir. C'est la ligne stratégique du terrorisme est une question qu'il est essentiel d'aborder pour pouvoir comprendre le pourquoi des événements dramatiques qui se déroulent actuellement en Palestine dans le cadre du conflit qui oppose le Hamas à Israël depuis le 7 octobre. Mais aussi pour comprendre toutes les répercussions possibles de ce conflit vers la France et l'Europe. Tout d'abord, il est absolument primordial de bien comprendre qu'il n'existe jamais de bon camp. Dans aucune des sales guerres que se mènent en permanence les mafias capitalistes. Pas plus dans le cadre du conflit israélo-palestinien qu'ailleurs, d'ailleurs. Ensuite, il faut bien constater que dans le cadre du conflit israélo-palestinien, il faut bien constater que dans cette boucherie des impostures israélo-palestiniennes, tout sonne faux, tout sonne totalement faux dans ce conflit qui est censé opposer le Hamas à Israël. Ainsi, comment peut-on croire que le 7 octobre, le Hamas ait pu réussir avec autant de facilité à pénétrer et à perpétrer ce massacre de grande envergure sans qu'il ait eu à rencontrer la moindre réaction militaire d'Israël? Comment croire le Premier ministre israélien lorsque celui-ci a parlé d'attaques surprises, d'attaques qui étaient imprévisibles? Dans mon intervention du 21 octobre, je disais que toute activité est sous contrôle et sous infiltration, comme cela avait déjà été le cas par le passé, avec les groupes terroristes d'action directe en France durant les années 80 et les groupes terroristes des Brigades Rouges en Italie durant les années 70-80. Je disais aussi que si tous nos portables et messageries sont sur écoute, alors les Mera, les frères Kouachi et autres Koulibaly n'étaient pas seulement sur écoute, mais qu'ils étaient en pré-écoute et même en pré-écoute. Aujourd'hui, nous savons aussi, grâce à des documents révélés dans la presse par le lanceur d'alerte et fondateur de Wikileaks, Julian Assange, que même les portables des présidents Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient été mis sur écoute permanente par le service de renseignement américain, la NSA, entre 2006 et 2012. Je ne peux que vous encourager fortement à aller voir la page Wikipédia qui est consacrée aux révélations faites par l'ancien agent de la CIA et de la NSA, Edward Snowden, concernant le piratage des ordinateurs utilisant des connexions Internet sans fil, la surveillance d'Internet, des internautes, la surveillance en temps réel de la messagerie électronique et des téléphones mobiles. L'interception du contenu de toute communication au niveau mondial, ainsi que la surveillance de tous les moyens de télécommunication mondiaux par la NSA. La NSA a mis au point des backdoors, ce qu'on appelle des backdoors, des portes dérobées, et cheval de Troie qui pénètrent tous les ordinateurs sans exception. Je vous garantis que vous serez instantanément pris de vertige en découvrant l'ampleur des renseignements collectés par les agences et services secrets de renseignement britanniques et américains, tels que la NSA et le FBI. Il me semble donc important de souligner à nouveau ici le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul groupe djihadiste qui n'est pas sous contrôle et sous infiltration. D'ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler que le Hamas lui-même est issu d'une branche des frères musulmans qui, à l'origine, avait été totalement financée et patronnée par les services secrets britanniques, le MI5 et le MI6 en Égypte.
pour réintroduire l'islam au Moyen-Orient, afin d'emmener la jeunesse de tous les pays arabo-musulmans dans une impasse islamique. Et que maintenant, depuis 2017, le Hamas est directement financé par le Qatar, d'un montant qui se monte aujourd'hui à environ 30 millions de dollars par mois. Avec l'accord d'Israël, oui, vous avez bien entendu, avec l'accord d'Israël. Par ailleurs, il faut aussi savoir que le Hamas perçoit d'importantes aides financières de la part de l'Union européenne et des États-Unis. Nous avons affaire là à une belle brochette de mafia étatique. La vérité, c'est qu'Israël a tout fait pour faciliter le financement du Hamas à Gaza. C'est ainsi que le 10 octobre, le journal Politis.fr, qui sous le titre « Comment Israël a joué les apprentis sorciers avec le Hamas », nous apprend que le grand quotidien de gauche israélien, Haaretz, a exhumé dans son édition du 9 octobre une intervention prononcée par Netanyahou en mars 2019 devant le groupe de son parti politique d'extrême droite, le Likoud, à l'Assemblée parlementaire israélienne de la Knesset, dans laquelle il dit ceci: « Quiconque veut empêcher l'établissement d'un État palestinien doit renforcer le soutien au Hamas et lui transférer de l'argent. C'est une partie de notre stratégie. » Il y a donc lieu de s'interroger, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet à l'opinion publique israélienne d'éradiquer le Hamas. Aujourd'hui, certains voudraient convaincre que le Hamas, aussi islamiste soit-il, n'est pas Daesh ou Al-Qaïda, et qu'il ne serait finalement qu'un mouvement nationaliste palestinien, une sorte de branche armée d'une organisation politique de résistance palestinienne, en quelque sorte. Ainsi, avec le Hamas, le conflit palestinien resterait un conflit territorial, dont l'enjeu n'est pas Gaza, qui vit pourtant l'enfer d'un blocus inhumain depuis 2007, mais la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Or, tout cela est faux, totalement faux. En réalité, nous sommes dans le grand champ de manœuvre du chaos de l'indistinction. Là où, dans le cadre du mondialisme de la marchandise, triomphe le vaste bazar rétrograde et conflictuel des mafias étatiques qui s'opposent notamment avec d'un côté des gangs et bandes obscurantistes allant du Hezbollah ou Hamas, en passant par Al-Qaïda et Daesh, qui prétendent prôner l'instauration d'un grand califat, et de l'autre un autre gang marchand, celui d'une autre mafia étatique, et qui est celle de la classe capitaliste israélienne, prétendant prôner l'instauration d'un grand Israël par l'accaparement des terres de la Palestine, bien sûr. Concernant Al-Qaïda et Daesh, Daesh étant l'acronyme arabe de l'État islamique, rappelons-nous l'attentat du 7 janvier 2015 de Charlie Hebdo qui fera 12 morts et 11 blessés, et qui sera commis par 2 djihadistes se réclamant d'Al-Qaïda. Puis l'attentat du 9 janvier 2015 au magasin hypercachère de la Porte de Vincennes, qui fera 4 morts et qui sera commis par un djihadiste se réclamant de Daesh. Et ce sera dans une solennelle communion consacrant l'union sacrée que l'on verra 4 jours plus tard l'ensemble des ministres et députés qui entonneront la Marseillaise à l'Assemblée nationale en hommage aux victimes des attentats. Ensuite, nous aurons encore les attentats du 13 novembre 2015 qui feront au total 131 morts, dont 90 morts rien qu'au Bataclan, ainsi que plus de 400 blessés, et qui seront commis par des djihadistes se réclamant eux aussi de Daesh. Enfin, je ne parlerai pas de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, qui lui fera 86 morts et plus de 400 blessés, et qui sera lui encore revendiqué par Daesh. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères britannique et député travailliste, Robin Cook,
qui affirmera en 2005 que l'organisation terroriste Al-Qaïda, avec Ben Laden à sa tête, a été produit, armé et entraîné par la CIA pendant les années 80 pour porter le djihad contre l'occupation russe en Afghanistan. C'est le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, qui à partir de 2017 accusera la CIA d'avoir engendré les deux organisations terroristes Al-Qaïda et Daesh. C'est le général de division de l'armée de terre, Vincent Desportes, auparavant en poste à l'ambassade de France aux États-Unis, qui déclarera en 2014 devant la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées du Sénat que Daesh a été créé par les États-Unis. Déclaration qui causera du tort par la suite au général Desportes, à qui on lui reprochera d'en avoir trop dit devant le Sénat. Nous y voilà donc, oser révéler, oser affirmer que le djihadisme est une création de la CIA. Voilà donc quelle est cette fameuse ligne stratégique du terrorisme que même ceux que l'on appelle les médias de la dissidence n'osent pas ou ne veulent pas franchir. Ainsi, tout ce qui est vrai nous est présenté comme faux, et tout ce qui est faux nous est présenté comme vrai. La totalité est devenue la totalité du vrai est devenue la totalité du faux, et la totalité du faux est devenue la totalité du vrai. Ainsi, la vérité ne peut s'afficher qu'en négatif des apparences. Toute vérité officielle est par essence un mensonge étatique du capital. Il est essentiel de bien comprendre que le capital parle toujours à l'envers, toujours à l'envers. Ce fut le cas au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, lorsque l'on entendra le ministre de l'Intérieur du gouvernement Valls, un certain Bernard Cazeneuve, dire qu'il faut l'union nationale pour lutter contre le terrorisme et les attentats. En lisant le discours à l'envers, il fallait en fait comprendre que le terrorisme et les attentats étaient nécessaires pour créer l'union nationale. Du coup, cela nous renvoie à une autre phrase prononcée il y a peu dans le cadre du conflit Hamas-Israël, disant « Je crains que le conflit ne fracture la société française ». Comprenez par là, dans une lecture inversée du discours, qu'il faut souhaiter que la société française soit fracturée par le conflit Hamas-Israël. Alors tout cela ne peut évidemment qu'ajouter de nouvelles interrogations aux interrogations. Ainsi, posons-nous à nouveau la question, comment cela a-t-il pu être possible qu'Israël ait été surpris à ce point par l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, alors qu'un responsable des services de renseignement égyptiens révélera le 10 octobre à l'agence de presse américaine Associated Press que l'Égypte avait prévenu Israël quelques jours avant le drame du 7 octobre que quelque chose de gros se préparait en provenance de Gaza. L'information révélée par ce responsable des services de renseignement égyptiens sera confirmée par le général Vincent Desportes lors d'un entretien que celui-ci aura le 11 octobre avec le géopolitologue Pascal Boniface. Comment est-il possible qu'Israël n'ait absolument rien vu venir alors qu'il possède un des plus redoutables services de renseignement au monde? Comment croire Israël quand celui-ci, qui est un des 9 États dans le monde à posséder l'arme nucléaire, a su démontrer sa capacité à mobiliser plus de 300 000 hommes au lendemain même de l'attaque terroriste d'envergure menée par le Hamas? À cela viennent s'ajouter contradictoirement les propos émis par nombre d'experts qui, avant le 7 octobre, affirmaient que pas même une souris pouvait traverser les lignes de défense mises en place par Israël. Et enfin, pourquoi cette si étonnante et soudaine apparition dans les eaux à proximité d'Israël du plus grand porte-avions nucléaire des États-Unis? Mais au-delà de toutes ces interrogations, il y a la réalité objective de l'histoire réelle. Et ce que nous enseigne l'histoire réelle, comme nous le rappelle si judicieusement
Francis Cousin, ainsi que Guy Debord, qui avait beaucoup étudié le cas des Brigades Rouges et du terrorisme en Italie, ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que le terrorisme est clairement un phénomène capitaliste de production étatique de masse, que tout acte terroriste intense, industriel, massif et d'intensité stratégique est étatique, que tout acte terroriste est étatique. Autrement dit, l'acte terroriste d'envergure que le Hamas a commis le 7 octobre dernier rentre effectivement lui-même dans ce même chaos généralisé de l'indistinction voulue par le gouvernement du spectacle mondial pour détruire tout le Moyen-Orient et pour que l'Europe soit elle-même une poudrière d'affrontements qui oppose sur un terrain sociétal les deux souches et immigrés, pour empêcher que les luttes s'unifient et se développent sur la base d'une lutte de classe radicale contre la marchandise et l'argent, pour nous pousser à la guerre sociale ethnique et ainsi empêcher la guerre sociale de classe. Car l'avenir qui se profile est le suivant: soit une guerre civile ethnique pour nous enfermer dans des ghettos de l'argent et de l'État, ou bien une guerre civile de classe pour nous émanciper contre l'argent et l'État. Étant donné que la lutte contre l'argent, c'est une lutte contre l'État, et que la lutte contre l'État, c'est une lutte contre l'argent. Car au-delà des rivalités impérialistes qui s'expriment actuellement autour des enjeux d'intérêt plus spécifiques que représente le Moyen-Orient en matière d'implantation financière, militaire et industrielle sur des marchés stratégiquement décisifs, il y a une véritable menace que craint par-dessous tout l'ensemble de la classe capitaliste mondiale aujourd'hui. C'est celle d'un possible réveil du prolétariat communard d'Europe et de France, le réveil du fameux Gaulois réfractaire, car le capital sait pertinemment bien, et ce pour des raisons historiques, que la révolution mondiale du prolétariat qui conduira l'humanité à son émancipation partira d'abord et avant tout d'un retour de la lutte de classe en Europe, et donc en France et pas d'ailleurs. Rappelons les mots de celui qui n'est autre que le troisième homme le plus riche de la planète, avec une fortune personnelle estimée à 58 milliards de dollars, et qui n'est pas un homme à plaisanter. C'est Warren Buffett, qui prononcera sur la chaîne de télévision américaine CNN le 19 juin 2005, soit 3 ans avant la tragique crise des subprimes, des mots qui sonnaient comme une provocation, pas seulement à l'égard du prolétariat américain, mais à l'égard du prolétariat du monde entier, ainsi qu'à l'égard des couches moyennes sur qui pèsent des menaces en arrière-fond. Je le cite: « Il y a une lutte des classes, évidemment, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène la lutte. Et nous sommes en train de gagner. » Voilà ce que disait Warren Buffett. Que ce soit au travers des guerres passées ou en cours, Iran, Liban, Afghanistan, ex-Yougoslavie, Irak, Syrie, Libye, Ukraine, Arménie, Palestine, etc. Que ce soit au travers du déplacement massif des populations du Sud vers l'Europe, dans un chaos migratoire organisé de manière industrielle et officiellement piloté aujourd'hui par l'ONU depuis la signature du pacte de Marrakech, qui a été signé notamment par la France le 10 décembre 2018, en plein mouvement des Gilets jaunes. On a aussi maintenant le terrorisme qui participe lui-même pleinement à la restructuration du capital dans son chaos universel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les filières djihadistes sont les filières djihadistes du gouvernement du spectacle mondial. Que ce sont les filières djihadistes de la CIA du spectacle mondial. Soyons assurés que la CIA continuera dans l'avenir de dépenser des milliards de dollars afin que dans tous les pays arabo-musulmans, la jeunesse soit emmenée dans quelque chose qui serait manipulable. Aujourd'hui,
Le capital qui est entré dans sa crise terminale n'a aucune issue. Il n'a aucune issue autre que celle d'amplifier toujours plus le chaos généralisé de l'indistinction. Par le chaos industriel et agraire, par le chaos financier et bancaire, par le chaos monétaire, par le chaos sanitaire, par le chaos migratoire, par le chaos des guerres sans fin, et enfin par le chaos terroriste. Je conclurai donc avec ces mots. À bas tous les gangs marchands, à bas tous les gangs marchands que sont les mafias étatiques de la planète marchandise et du spectacle mondial de la pourriture argent. Non pas pour un monde meilleur, dans lequel notre servitude salariale sera aménagée, dans lequel notre misère sera améliorée, mais pour un monde nouveau, dans lequel la vie entière, la vie tout entière, sera débarrassée de l'exploitation, de la misère et de l'aliénation. Je vous remercie de votre attention. Bravo. Merci Michel. Excellent. Tiens, je vais te demander, Michel, tu peux